On va reprendre en suivant un petit peu la dernière présentation de Karine sur fatigue et sclérose en plaques. Moi, je vais regarder plutôt le côté un petit peu mécanique des choses pour voir si on peut comprendre quelque chose. Le point important, c'est que c'est quand même un des symptômes les plus fréquents dans la maladie, et souvent dès le début, comme elle l'a dit, et un symptôme qui est invisible. Et les symptômes invisibles, c'est un grand problème parce qu'on peut avoir des patients handicapés sans fatigue et des patients fatigués sans handicap. Et là, la fatigue elle-même est un handicap important. Le problème aussi, ça va être la définition de la fatigue. Est-ce que c'est une fatigue psychique, une fatigue physique? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux? Ce n'est pas évident du tout, parce que c'est une sensation. Et cette sensation, comment la définir? Ce n'est pas évident du tout. Les patients ont du mal à donner une définition ou dire je suis fatigué. Alors, parfois c'est je ne peux pas faire tel effort, parfois c'est je suis rapidement fatigué, mais souvent c'est un état quasi permanent qui leur tombe sur le dos et ils ont l'impression de ne rien pouvoir faire. Et là, c'est là où la partie psychologique compte beaucoup, parce que on s'aperçoit que certains actes peuvent être faits sans fatigue, et des actes plus fatigants physiquement, non, moins fatigants physiquement, plus je pédale, moins j'avance plus vite, je recommence à zéro. C'est-à-dire certains actes sont faits comme une promenade, aller se baigner, ça se passe bien, et à côté de ça, un effort moins important de la vie courante est ressenti comme fatigant. Donc le vécu est quand même très important dans la fatigue. Le phénomène le plus important, c'est que c'est même souvent une sensation permanente d'épuisement qui va bloquer la vie, donc être un handicap majeur, gêner la vie de famille, on en a parlé, comme pour le handicap physique, ça gêne la vie de famille, ça gêne la vie professionnelle, ça gêne la vie relationnelle, et c'est une cause d'isolement assez important. À côté de cette fatigue quasi continue, parfois, certains patients nous décrivent plus des fatigues liées à l'effort. C'est-à-dire, avant, je pouvais marcher 10 km, maintenant, je marche 1 km et je suis fatigué. Là, on tombe dans une fatigue beaucoup plus physique, beaucoup plus compréhensible pour quelqu'un qui n'a pas de sclérose en plaques, parce qu'elle est explicable par une activité physique. Mais dans tous les cas, c'est quand même quelque chose qui va stopper les activités et qui va bloquer le patient. Quelles sont les composantes physiques de la fatigue? Ça aussi, on connaît un mécanisme que je vais vous expliquer, mais je pense que c'est très loin de tout expliquer. Les connexions dans le cerveau sont bien complexes et je pense qu'on ne connaît pas grand-chose encore sur le fonctionnement du cerveau, aussi bien psychologiquement que physiquement. Un phénomène important, c'est la chaleur, parce que là, au moins, on a du concret. On peut dire 80% des patients, la chaleur est un phénomène handicapant. C'est-à-dire vraiment, on peut voir apparaître des déficits majeurs considérables à la chaleur. Par exemple, monter dans une voiture qui est restée au soleil, on se retrouve dans une température qui fait 55 degrés, et certains patients sont paralysés et voient réapparaître tous leurs symptômes. Un patient qui est bien, mais qui a eu dans le temps une atteinte motrice d'un membre, un trouble de la coordination, un trouble sensitif, à la grippe, monte à 40, et à ce moment-là, tous les symptômes reviennent. Ce n'est pas une poussée, ce n'est pas une évolution de la maladie, mais on voit tous les symptômes réapparaître. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé dans le cerveau laisse une trace, et cette trace est considérablement aggravée par la chaleur. C'est pour ça qu'on parle beaucoup du froid. En ce moment, on parle des comme vous appelez ça, des chambres à cryothérapie, là. Ah oui, il paraît que c'est 170 degrés. Toujours. Moins, oui, moins, bien sûr, oui, parce que 170, là, c'est le merguez, ça s'appelle merguez, ça, c'est autre chose. Donc, ça ne dure pas longtemps, hein, quelques minutes, heureusement, parce que sinon, ça doit être terrible. Mais j'ai une patiente qui l'a fait, là, pour l'instant, je n'ai pas l'expérience. Hein, et voilà, j'ai une patiente qui l'a fait, qui a fait 4 séances. Le but d'être bien en sortant, bon, vous mettez dans une baignoire fraîche, c'est un peu pareil. Mais ce que je veux savoir, c'est si sur le long cours, c'est intéressant. Pour vous, vous avez l'impression qu'au long cours, ça se garde? Oui. Ouais. Ah ouais. Ouais. Alors ça, c'est une technique très ancienne, parce qu'il y a 40 ans, on mettait les gens dans une baignoire d'eau avec des glaçons. Hein. C'est pas très confortable, parce que là, il faut y rester plus longtemps, on n'est pas à moins 180. Donc il y a un confort qui est un petit peu... Mais de toute façon, si vous avez très chaud, que vous êtes fatigué à cause de la chaleur, systématiquement, soit vous remplissez votre baignoire d'eau et vous y mettez de temps en temps, soit vous mettez sous le tuyau d'arrosage du jardin. Mais le fait de se refroidir, même de se mouiller, l'évaporation refroidie, peut vous faire disparaître la fatigue pendant 30, 40, 50 minutes. Alors, cette fatigue, bien sûr, plus la maladie évolue, plus la fatigue est importante. Mais elle peut exister dès le début
dans la maladie, avant même un handicap important sur le plan physique. Et elle est quand même beaucoup plus sévère dans les formes progressives, dans ces formes d'installation très très lente, progressive pendant des années. Et elle a souvent cette sensation d'épuisement permanent. En revanche, comme je vous disais tout à l'heure, le handicap et la fatigue ne sont pas forcément liés. Certains patients très handicapés peuvent ne pas se sentir fatigués, et des patients peu handicapés qui ont ce qu'on appelle un EDSS bas peuvent être très handicapés par cette fatigue. Ça, c'est un point important parce que sur le plan, je dirais, social, pour la sécurité sociale, pour tout ça, c'est un symptôme totalement visible. Si un de vos patients passe devant un expert de la sécurité sociale et que moi j'ai marqué EDSS 2, bon, EDSS 2, c'est le score de handicap. 2, c'est l'association d'un petit trouble moteur, d'un petit trouble sensitif, c'est tout. Donc c'est un patient qui va quand même bien. Mais malgré ça, le patient peut être très handicapé par la fatigue. Et ça, sur le plan administratif, c'est très difficile à faire comprendre. Certains médecins de la Sécu ont progressé, mais ils ont pris leur retraite. Les jeunes ont moins compris, j'ai l'impression. Je le raconte par méchanceté pure, mais il n'y a pas longtemps, j'ai demandé à un médecin de sécurité sociale pourquoi tous les patients qui avaient une sclérose en plaques et qui sortaient de leur bureau pleuraient. Il y a eu un blanc dans la conversation. Oui, à ce point-là, oui. À ce point-là, oui. Donc il faut, voilà, donc c'est dur de faire comprendre quand on a cette maladie, cette fatigue, ce truc, même à sa famille, effectivement, c'est difficile de faire comprendre la fatigue. Ça, c'est... Alors, comme pour le reste, comme pour les troubles urinaires, comme pour le handicap, toujours rechercher ces fameuses épines irritatives qui peuvent tout multiplier et tout décompenser. Donc un patient qui est dépressif va automatiquement être fatigué. On peut dire que la fatigue est un symptôme quasi permanent dans la dépression. La douleur, un patient qui souffre beaucoup va être épuisé par sa douleur. Les troubles du sommeil, un patient qui dort mal, et c'est pas facile. Là, j'ai rarement de bonnes solutions. Je pense qu'il faut s'orienter plus vers des techniques non médicales pour cette prise en charge, de la relaxation, de la sophrologie, de la prise en charge psychologique, tout ce qui est soft est bon à prendre, et puis essayer d'éviter les produits qui abrutissent. Alors, on sert de produits pour la douleur ou pour dormir comme le Laroxyl, mais on essaie de rester à des doses quand même faibles pour ne pas abrutir les patients. Il faut toujours trouver des traitements qu'ils supportent. On ne va pas remplacer un symptôme par un autre. Mais mal dormir, c'est une catastrophe parce que vous réveillez mal, vous êtes encore déjà fatigué et c'est difficile d'entamer une journée. Autre point, le déconditionnement à l'effort. On va reparler un petit peu. Ça, c'est terrible parce que si vous marchez tous les jours 2 kilomètres, que vous arrêtez de marcher. Le jour où vous aurez marché de nouveau 2 km, vous avez complètement perdu l'habitude de le faire. Et ce qui vous demande un effort normal va devenir un effort énorme. Donc, il ne faut surtout jamais arrêter. Il faut adapter son effort physique